De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Khaled Higué, président du club 2030 Afrique, et de nos éditorialistes Gracien Kindikiza et Jemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Ils seront 15 candidats à se disputer le fauteuil de président de la République du Niger lors du scrutin du 21 février prochain. La Cour constitutionnelle a validé 15 dossiers sur 16 déposés. Les grandes figures de la scène politique du pays participeront bien au scrutin, même Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est actuellement en prison. Un reportage de notre envoyé spécial Wandiam Valentin Compaoré. Au Niger, ce sont 15 candidats qui briguent la magistrature suprême du pays. Le 11 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a dans un arrêt validé ces candidatures, rejetant une seule pour défaut de certificat médical. La campagne pour ces élections couplées présidentielles et législatives s'ouvre le 30 janvier 2016. Mais déjà la séduction de l'électorat a commencé, les candidats sillonnant déjà villes et campagnes. À travers les différents médias, les candidats proposent leur programme de société, chacun estimant être le meilleur choix pour sortir le Niger de la pauvreté et le rendre autosuffisant sur le plan alimentaire. De l'opposition à la mouvance présidentielle, les stratégies se peaufinent pour le ratissage de l'électorat. De la lutte contre la malgouvernance, la traque contre l'impunité et un Niger sécurisé, l'opposition trouve maigre le bilan du président sortant Mahamadou Issoufou. Comment se prépare la campagne électorale? Qu'est-ce que ces candidats proposent aux Nigériens? Que faire pour une campagne apaisée? Après la validation des candidatures à la présidentielle par la Cour constitutionnelle, un journal nigérien titrait les 11 mini-frétins et les 5 autres pour qualifier la candidature de certaines personnes pas assez connues de la scène politique. Dans la course à la conquête du fauteuil présidentiel, figurent des teneurs de la scène politique à l'instar de Mahaman Ousmane, Séni Oumarou, Hama Amadou et Mahamadou Issoufou, le président sortant qui depuis 5 ans a axé sa politique sur le terrain social. Il estime avoir construit de nombreuses écoles, misé sur la formation des jeunes mais aussi créé des emplois, des acquis que veut consolider le camp présidentiel. Nous avons recruté près de 40 000 en 5 ans, alors que pendant les 10 ans que le MNSD était au pouvoir, il n'en avait recruté que 9 000. Faites la comparaison pour vous rendre compte de la différence. Nous avons créé à peu près 125 000 emplois dans le secteur privé et nous allons continuer à favoriser l'investissement direct étranger. Nous allons favoriser le secteur privé par la promotion de politiques incitatives. L'ancien ministre du plan de Mahamadou Issoufou, aujourd'hui son adversaire politique Ibrahim Boubacar Sissé, s'il est élu, lui veut miser sur l'agriculture qui emploie plus de 85% de la population nigérienne. Nous devons permettre cette transformation, que la transformation économique de notre économie repose principalement sur la transformation de notre agriculture, pour en faire une agriculture industrielle, une agriculture de production intensive qui permettrait d'abord d'assurer le plein emploi, de permettre également de diversifier ces productions-là en créant des petites industries connexes. La lutte contre l'impunité tient à cœur au candidat Mahaman Amissou Moumouni, ancien vice-président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Niger. Je suis candidat parce que la corruption au Niger a pris une proportion démesurée, où notre société commence à inculquer la corruption et l'enrichissement illicite comme un mode de bonne gouvernance, alors que tout le monde sait que l'enrichissement illicite, la corruption, le détournement, la gabegie sont des facteurs qui freinent le développement de notre pays. Pour le candidat Ibrahim Yacouba, le pouvoir actuel a légué l'éducation au second plan. Il compte en faire une priorité s'il est élu au soir du 21 février 2016. En consacrant la privatisation de l'école et de l'éducation, en faisant en sorte que l'État ne s'y intéresse plus uniquement pour les chiffres, on est en train de reproduire des classes distinctes. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir, ils ont les moyens de se soigner, ils ont les moyens d'aller à l'école, ils ont les meilleures universités, ils ont donc le moyen de continuer à faire en sorte que l'autre classe plus pauvre va rester et s'approfondir de la pauvreté. Nous voulons rompre avec ça. Le parti de Mamadou Tandja est en course pour cette présidentielle. Tout en fustigeant le bilan de Mahamadou Issoufou au pouvoir depuis 2011, Séni Oumarou dit vouloir s'attaquer s'il est élu au chantier du secteur des mines afin de partager équitablement cette richesse au peuple nigérien. En ce qui concerne le pétrole, d'abord au niveau de la Constitution,
il est clairement dit que les recettes issues de la vente, disons, des ressources minières doivent être affectées à l'agriculture, à la santé, à la sécurité, à l'éducation, et pour la création d'un fonds pour les générations futures. Depuis 2 ans, les opposants accusent également le président Mahamadou Issoufou de provoquer des scissions au sein de leur formation, notamment à coup d'argent et de marchés publics, pour assurer sa réélection en 2016. Réunis depuis la mi-août au sein du Front patriotique républicain, les détracteurs du chef de l'État visent l'alternance en 2016 et semblent être prêts à oublier leurs différends. Notre ambition, c'est simplement de le battre. Que ce soit l'alternance se fasse conformément aux règles démocratiques dans un cadre constitutionnel pour qu'un membre de l'opposition arrive au pouvoir. Quel que soit le membre qui va gagner, c'est l'opposition et c'est ce qui compte pour nous. Et nous sommes déterminés pour cela. Les divergences qu'il y a entre nous ne peuvent pas nous empêcher de le combattre. Pose d'un Conseil national de dialogue politique au sein duquel tous les partis légalement reconnus s'expriment sur toutes les questions politiques majeures. Mais des observateurs dénoncent le manque de concertation qui tend le climat politique au Niger. Dans le contexte actuel du Niger, il n'y a pas un dialogue sincère entre l'opposition et la majorité pour un certain nombre de raisons. L'opposition reproche au pouvoir en place de les avoir concassés, certains partis donc, de l'opposition parlementaire, et de l'autre côté, la majorité accuse l'opposition justement de vouloir créer le chaos en portant atteinte, en discréditant les institutions. En 58 ans, le Niger a connu 7 républiques parfois entrecoupées de périodes d'exception. Près de 7,5 millions d'électeurs sur une population estimée à plus de 17 millions de personnes ont été recensés début juin dans tout le pays pour constituer la liste électorale pour les prochains scrutins. Le fichier électoral audité par l'Organisation internationale de la francophonie est accepté de tous. Et pour la première fois, la diaspora nigérienne qui constitue la 9e circonscription électorale, estimée à environ 112 000 électeurs, votera. Khaled Digué, comment percevez-vous cette élection présidentielle au Niger? Est-ce qu'il vous semble que c'est un scrutin équilibré? Tout d'abord, je voudrais juste rajouter quelque chose. Le Niger, déjà un pays pauvre, le Niger a de forts enjeux de développement et doit améliorer le bien-être de sa population. Il doit améliorer son IDH, donc son indice de développement humain. Aujourd'hui, ils sont classés dans les pays les moins élevés en termes d'IDH, c'est-à-dire à moins de 0,5. Il est important que le Niger lutte contre l'insuffisance alimentaire, améliore l'éducation et la santé. Ce qu'il faut regarder de près, c'est la volonté des Nigériens en fait, de trouver un programme consensuel justement pour aller vers ce développement que doit connaître le pays. Et je crois qu'il est important pour le pays de se mobiliser, peu importe le parti qui sera au pouvoir, pour venir vraiment définir dans les prochaines années quel sera le programme à porter, comment ils feront pour améliorer le bien-être des populations et comment ils feront pour que les minerais dont ils disposent, dont l'uranium, leur exploitation pourrait contribuer justement au développement du pays. Je crois que pour ça, il faudrait qu'il y ait un dialogue national justement pour éviter justement les déchirements dans le pays et que les gens s'entendent sur la question de développement. Alors là, pour l'instant, l'élection a lieu le 21 février. C'est peut-être un peu trop tard pour un dialogue national. Est-ce qu'il y a un candidat qui vous semble le plus à même de porter le programme dont vous parlez ? Il y a plusieurs candidats qui ont l'étoffe présidentielle et qui pourraient faire ce travail-là. Effectivement, à l'arrivée de Issoufou, il y a un certain nombre de travail qui a été fait. Moi-même, j'ai vécu au Niger pendant une année en 2013 et j'ai vu des évolutions qui ont été réalisées, notamment au niveau des routes, au niveau des infrastructures. Je crois qu'il faut aller encore plus loin parce qu'il y a encore des populations qui n'ont pas accès à l'eau. Et notamment, j'ai vécu sur le site de la mine d'Imouraren dans le nord du Niger. On voyait des populations qui ont vraiment une difficulté d'accès à l'eau potable. Je crois que c'était un travail de fond qui doit être fait. Après, c'est le choix des Nigériens. C'est aux Nigériens de choisir qui leur semble le plus à même de représenter le pays et de faire ce travail. Gemal, il y a des candidats parmi ces 15 candidats, plutôt ces 14 en face du président, qui sont à même de peser contre le président actuel. Oh, sans aucun doute, même si mon jugement sur le Niger est totalement différent. Je suis complètement acquis au président Issoufou. Je considère que c'est un grand démocrate, c'est un grand homme. Il a un parcours absolument remarquable et il gère ce pays depuis 5 ans comme un vrai réformateur et un vrai social-démocrate. Je suis absolument favorable à la manière de gérer du président Issoufou depuis ces dernières années.
Il y a sans doute des ratés par-ci et par-là. La question n'est pas celle-là. Voilà un pays que nous avons connu, qui a connu 7 régimes différents, des dizaines de coups d'État, une instabilité chronique, une guerre civile dans le Nord. Nous étions loin du bilan d'aujourd'hui. Voilà un pays qui aujourd'hui connaît une stabilité politique réelle, une croissance économique absolument non discutable. Quand on parlait du Niger, on parlait des vents de sable, de la chaleur, des coups d'État et de l'instabilité. Et puis de temps en temps de guerre civile au Nord. Aujourd'hui, nous parlons d'une démocratie apaisée. Nous parlons d'un pays qui a sans doute l'armée la plus respectable, en tout cas parmi les plus respectables de la région. Nous parlons d'un pays qui a su maîtriser, dominer, contrôler sa frontière, y compris avec le Nigeria. Et ça, il y a 5 ans, ça n'était pas acquis. Et voilà que nous parlons d'une croissance économique évidente. Le chômage est encore très élevé, mais il n'a rien à voir avec ce qu'il était. Le nombre de kilomètres de route, et je regardais en préparant cette émission, 3800 kilomètres de route depuis 5 ans, 3000 depuis 50 ans. Jugez-en par vous-même. Une démocratie de plus en plus ancrée, je le disais tout à l'heure, c'est probablement l'un des rares pays sur le continent africain où on a sorti les élections du ministère de l'Intérieur et on a créé un organe collégial dirigé par des magistrats dont la fiabilité et la transparence n'est absolument pas discutable. D'ailleurs, quand on critique le président Issoufou, on ne critique jamais l'organisation des élections, et c'est lui qui l'a faite avec les autres. Enfin, il y a un consensus national nigérien qui est particulier, et puis je pense qu'il y a une âme, une sensibilité à un regard nigérien. Cela dit, 5 ans, c'est très court. Et donc, il me semble personnellement que si j'étais du Niger, mais très sincèrement, je n'hésiterais pas une seconde pour une raison simple, c'est que j'ai quelqu'un qui a fait un parcours absolument remarquable, qui a un passé, somme toute, très respectable, et qui aujourd'hui a un bilan pas très mauvais. Cela dit, il n'y a pas une élection qui se gagne sur le bilan, ça n'existe pas. Il faut que le projet en fasse. Et en impulsant le projet, je dis, voilà, pardon, ce qui a été fait il y a quelques années a besoin d'être consolidé. Et donc le projet est aussi celui de continuer à consolider une situation. Le Niger est un pays riche, curieusement. On parlait de l'uranium, on parle de l'or, on parle du pétrole. Et donc les atouts ne manquent pas. Les 17 millions de Nigérians ont un génie absolument remarquable. Je pense, moi, qu'il y a encore quelques années à consolider tout cela et que c'est fini les demandes du passé. Et on a tout pour que la situation de son soit bien préparée. L'opposition a le droit, elle a même le devoir, et en général, elle est de bonne qualité. L'opposition et la classe politique du Niger est de très bonne qualité. Et donc, elle a le droit de s'opposer, elle a le droit de refuser le bilan tel qu'il est présenté par le président Issoufou. C'est à la limite même son rôle. Cela dit, au-delà de la valeur réelle des personnes et des personnalités qui composent l'opposition, il y a, de mon point de vue, un homme d'État qui a une stature qui dépasse le Niger, qui est un membre absolument éminent de la social-démocratie mondiale et qui a la stature, la culture, la personnalité qu'il faut pour continuer à amplifier ce qu'il a fait depuis 5 ans. Gratien, quel bilan faites-vous du mandat du président actuel Mahamadou Issoufou? Je ne le trouve pas aussi positif comme vient de le dire Jemal. Bon, c'est un bilan normal, c'est un pays qui est riche, un pays qui a le pétrole, un pays qui a l'uranium, il y a beaucoup d'eau fond. On voit bien pour faire fonctionner le pays, pour accélérer le développement. Il y a des projets qui ont été mis en place, notamment dans le domaine agricole, qui sont très intéressants. Mais on doit déplorer aussi qu'il y a des domaines où il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, que par exemple au niveau de la bonne gouvernance, que ce soit la corruption ou même le fonctionnement de l'administration en soi. Donc il y a des choses à faire. Je ne dirais pas que c'est lui qui est capable de mieux gérer ce pays. Il y a des opposants aussi qui peuvent gérer éventuellement mieux que lui ou la même chose comme lui. Donc c'est ce qui fait que son bilan en soi n'est pas... Il y a les Nigériens qui vont juger, mais il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses, il y a notamment que ce soit au niveau d'autres projets, de beaucoup de projets. Ce n'est pas un pays, disons, par rapport aux autres pays avec tant de moyens, un pays qui se démarque pour moi par rapport, disons, aux projets qui sont très innovants ou avec une certaine, disons, croissance, une certaine vitesse par rapport aux autres. Je dis bien compte tenu des moyens, on sait bien que c'est la zone où il y a beaucoup d'argent du pétrole, mais en même temps, c'est la zone en même temps qui peine vraiment à décoller par rapport aux autres pays qui n'ont pas tous ces moyens. Éventuellement,
on dit bien souvent, il y a les présidents qui disent « votez pour moi pour le deuxième mandat, je vais faire mieux ». Mais des fois, il peut arriver qu'ils fassent moins que ce qu'ils ont fait déjà pour le premier mandat. Et ce n'est pas propre au Niger. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, a remporté le siège de député abandonné par l'ancien Premier ministre Raymond Dongsima au terme de l'élection législative partielle. Un scrutin organisé ce dimanche dans la localité de Yem et une victoire écrasante pour le PDG. Et au Tchad, les opérations de délivrance des cartes d'électeurs font polémique. L'opposition accuse le pouvoir d'installer un système de fraude électorale. La coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution a publié un communiqué pour dénoncer la distribution de cartes électorales biométriques sans leur kit de contrôle. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.